Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, Cyber Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Romain Quina. Bonjour Romain. Bonjour Willy. Merci d'être là pour poser des questions. Vous êtes responsable marketing et communication de Nomios, mais en plus, c'est vous qui nous accueillez dans vos locaux. À vos côtés, c'est Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Willy. Merci d'être là également, fil de CTO cybersécurité évangéliste de Fortinet. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jérôme Etienne. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes Group Chief Information Security Officer, ça s'en jette un peu, du groupe Rocher. Comment je peux le dire plus simplement en français ? Responsable de la sécurité des systèmes d'information. Je vous remercie, Jérôme. Je vous remercie. Vous êtes un Bourguignon. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de cette région. Vous êtes né dans la Nièvre en 1975. Et très jeune, vous aviez une passion pour l'électronique. Vous aviez un but. C'était de créer des machines et des inventions. Donc je suppose qu'il n'y a eu aucune surprise familiale lorsque vous avez dit que vous alliez faire des études et passer un bac électronique, en gros. Moi, mon père travaillait dans l'électronique. Petit, de le voir trifouiller, ouvrir des télés, etc. Donc tout ça, ça m'a toujours passionné. En plus, il y avait plein de couleurs dans les composants électroniques. Donc je trouvais ça magique de voir qu'avec une simple impulsion électrique, tout pouvait fonctionner, créer des choses. Et petit, j'avais un petit fantasme de pouvoir créer un jour une machine dont je serais le seul à connaître comment elle fonctionne. Vous avez gardé les barils de lessive de maman et un jour vous en avez fait une machine, un distributeur, vous l'avez amené à l'école. Comment ça s'est passé ? C'était rigolo. C'était rigolo, on vous a acclamé, on a trouvé ça génial ? Oui, alors j'avais l'habitude, je sais pas pourquoi. Enfin, maintenant en y repensant, ça me fait sourire. Ouais, mais de venir à l'école, des fois de montrer des petites inventions. Alors un baril de lessive, des 2-3 trous, un interrupteur, une lumière, et du coup je disais ça c'est un distributeur de billes, voilà. Vous avez été vachement sympa, fallait pas mettre d'argent. Vous aviez pas pensé au côté économique. Non, j'avais pas encore le composant pour prendre l'argent. Absolument. Alors, la fac, c'était pas pour vous, c'était clair, net et précis. Vous avez pris la direction de l'IUT de Tours, option électronique, et plus tard, l'école d'électronique à Paris. Votre premier job, pourtant, ce n'est pas dans l'informatique, mais avec vos stages, vous vous apercevez que l'informatique, c'est plus simple que l'électronique. J'ai persévéré dans cette section électronique, jusqu'au jour où, quand on commence à parler de phénomènes électromagnétiques avec les antennes, on voit que c'est beaucoup moins déterministe quand on cherche à créer quelque chose. Et puis l'informatique me plaisait depuis toujours aussi, mais j'ai trouvé beaucoup plus simple. Et du coup, ça a été une voie naturelle qui s'est fait. Tiens, je vais faire plutôt de l'informatique. Absolument. Alors vous allez débuter dans une société de service, Om6. C'est comme ça qu'on prononce, on dit le S de la fin du mot. Mais la grande aventure, finalement, c'est la Société Générale où vous débutez comme prestataire externe. Et de prestataire externe, vous allez devenir salarié. C'est ça. Donc je suis arrivé dans l'équipe sécurité de la partie réseau, donc dans les couches où on voit passer tous les flux marchés, tout ce qui se passe. Et du coup, c'est là que j'ai commencé après mon cursus, ma connaissance de la sécurité de l'information, en prenant les firewalls qui étaient les composants pour pouvoir décider qui devait passer comme flux ou qui devait être bloqué. Et au fur et à mesure, j'ai dû occuper différents postes au sein de la Société Générale. Donc ça a été une belle aventure. Je garde beaucoup de souvenirs. La Société Générale vous a permis de travailler ailleurs, 6 mois à New York, c'est déjà pas mal, 2 ans à Londres. Et puis, 11 ans après, vous partez. Mais avant d'avoir travaillé à l'étranger, est-ce que ça vous a apporté un petit plus ? Forcément, ouais. C'est de quoi, d'avoir travaillé à la Société Générale. Oui, et d'être muté un coup à New York et un coup à Londres. Est-ce que ça a changé votre vision de votre métier ? Ça n'a pas changé la vision du métier. Ça a juste donné des perspectives en plus.
justement d'accroître un petit peu mon expérience, de travailler avec les métiers, de parler avec d'autres cultures, voilà, de trouver d'autres façons de penser. Donc tout ça, c'est avec Londres, parcourir l'Europe dans différents pays, aux US, etc. Donc ça a fait juste consolider, agrémenter, enrichir tout ça. Quand je regarde votre parcours, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, est-ce que ça lui a pas donné un goût du luxe? Parce que après cette expérience et d'être parti à Londres et New York pour la Société Générale, on va vous retrouver. On vous propose d'être RSSI chez Kering. Alors c'est quand même le luxe, hein, il y a Saint Laurent, Gucci. Vous allez y rester pendant 5 ans et ensuite vous restez encore dans ce luxe puisque vous atterrissez chez Vuitton. Belle expérience aussi, le luxe. Magnifique expérience. Donc, connaissance aussi, pareil. Les sujets sécurité, mais au même titre que la banque, il y a toujours une raison de protéger par le risque nos métiers pour s'assurer qu'ils peuvent continuer de prospérer sans discontinuité. Après, je dirais qu'il y a différentes acceptations du risque en fonction du métier. Voilà, ce qui est inacceptable pour une banque, peut-être plus acceptable pour le métier du retail, puisque les enjeux sont différents et les perspectives sont différentes. Donc, tout ça m'a fait continuer là-dedans. Qu'est-ce qui vous s'est passé par la tête? C'est une très bonne idée, hein. Mais depuis 1 an, vous êtes chez Yves Rocher, dans le groupe Yves Rocher. Il y avait quelque chose qui vous manquait ailleurs? Non, après, j'ai passé... je pars du principe de la question « pourquoi pas ?» J'ai passé plus d'une dizaine d'années à la Société Générale, je pensais jamais partir. Puis un jour, l'opportunité s'est présentée et du coup, ça a commencé à me poser quelques questions. Pourquoi pas? J'ai jamais regretté d'avoir fait le pas. Après, c'est toujours difficile de quitter puisqu'on perd un petit peu ce confort et puis cette habitude où on est chez soi, on connaît tout le monde, etc. Mais en fin de compte, j'ai adoré. Et puis à chaque fois, je me dis, quand ça se représente, je me dis, tiens, pourquoi pas? Et puis au fur et à mesure de creuser, discuter, passer ces entretiens finalement, je me dis, tiens, allez, vas-y, une nouvelle orientation, un nouveau challenge. Voilà. Et puis voilà, maintenant je travaille pour le groupe Rocher. Pour le groupe Rocher, et les premières questions arrivent de Romain. Alors, il y a une criticité industrielle dans le groupe Rocher qu'on a perçue parce que vous produisez vous-même évidemment vos produits. Et je suis intéressé par savoir qu'est-ce qui est pour vous le plus grand risque à prendre en compte? Les interconnexions, l'obsolescence des systèmes dans la manière industrielle, ou même les tierces maintenance avec des personnes qui interviennent à distance? Alors je sais pas si c'est une réponse de Normand, mais je veux dire c'est un peu les trois, quoi. Ouais, sans doute. C'est un peu les trois, on va dire par historique, on va dire le système industriel est quelque chose qui a pour vocation de produire. Du coup, une fois qu'il commence à produire, on essaie de ne jamais l'arrêter. Donc forcément, les systèmes informatiques, du coup, vont être un jour facilement retraités obsolètes, puisque on n'a plus cette capacité, cette plage de maintenance pour pouvoir mettre à jour quelque chose d'informatique. Ça veut dire l'arrêter, le redémarrer et repartir sur autre chose. Donc là, aujourd'hui, la partie industrielle, oui, il y a de l'obsolescence. Bon, après, on fait avec. Oui, après, on est obligé d'être connecté avec d'autres tierces parties, puisqu'il y a des nouvelles innovations technologiques qui arrivent, où justement, on va demander à des sociétés extérieures de venir apporter cette maintenance. Donc, on doit les connecter, on doit apporter cette souplesse. Donc tout ça, c'est un peu des trois. Voilà. Donc là, on a parlé plutôt côté production. Et j'ai compris aussi que vous étiez plutôt dans un domaine franchisé pour la partie des boutiques que vous avez partout dans le monde. Est-ce qu'il y a une spécificité de cybersécurité dans les franchisés par rapport à posséder soi-même les boutiques? Il y a deux types. Il y a les fonds propres et il y a les franchisés. Après, l'idée, c'est de fournir ces services aux franchisés. Donc, de faire en sorte que ça soit connecté, par exemple, sur Internet. Donc, on leur donne cette capacité à accéder à différents services pour faire des commandes, faire des mailings avec leurs clients. Donc, je dirais que tout ça aussi, c'est fortement lié. On les protège de la même façon que nos boutiques propres en fonds propres, quoi. Christophe ? Oui, alors aujourd'hui, face aux différentes menaces et aux contraintes métiers, le RSSI doit faire à la preuve d'agilité et de robustesse. C'est deux qualités qui ne sont pas forcément allées ensemble. Comment vous réussissez à allier les deux? Alors, moi personnellement, dans ma carrière, j'ai connu une époque, un RSSI qui disait non.
Donc là, il y a très très longtemps, vraiment, où il y avait vraiment... très vite, ça s'est amenuisé un petit peu, ce profil-là. Donc aujourd'hui, moi, je suis plutôt enfin, j'ai toujours été comme ça, de dire plutôt d'être dans le RSSI qui déjà essaie de comprendre, proposer différentes solutions, et toujours, pourquoi pas, le oui, mais, voilà. Toujours accompagner le métier. Parce que ce que j'ai un peu vu dans ma vie, c'est qu'au final, quand le métier veut quelque chose... Soit on l'accompagne et du coup il revient nous voir pour justement parce que c'est gagnant-gagnant pour lui. Ou alors dans ce cas-là, apparemment si c'est trop, on l'accompagne pas, on ne propose pas, très vite on peut voir qu'il va avancer sans nous, quoi. D'accord, très bien. Merci. Et autre question, aujourd'hui on est dans un contexte où effectivement il est compliqué de garantir qu'aucun élément du système d'information ne sera jamais compromis. Donc l'attaque ou la crise arrivera à un moment ou un autre, avec plus ou moins d'ampleur selon le contexte. Certaines entreprises concentrent leurs efforts sur les aspects, on va dire, de résilience, sur des PCA hyper performants. Vous pensez quoi de ces approches-là ? Après, le risque zéro n'existe pas. Puis un jour ou l'autre, c'est juste une question de dire je serai forcément attaqué. Peut-être que je ne le serai pas, mais en tout cas, il se passera toujours quelque chose. Donc je pense que c'est important de toujours penser, un peu militaire, c'est de se dire voilà, mon plan de secours. Qu'est-ce que je fais si vraiment il n'y a plus rien qui fonctionne ? Il faut que je puisse retrouver ma continuité. Donc oui, je suis forcément dans cette optique-là. Ok. Merci, messieurs. Peut-être une mini-question dernière. Moi, je suis intéressé par un sujet aussi avec donc de l'industrie jusqu'au retail, en passant par l'e-commerce. On parle de plus en plus d'enjeux sur les API. Est-ce que vous avez une approche particulière sur les API dans le groupe Rocher ? Aujourd'hui, c'est un peu, dans ces trois composantes, le retail, l'industriel, ils ont besoin de communiquer. Il y a besoin de l'omnicanalité. Donc, forcément, et puis vu qu'on veut fournir rapidement à nos franchisés des services, forcément, il faut les exposer sur Internet. Forcément, il faut essayer de faire en sorte de standardiser ces moyens de communication. Donc, l'API, aujourd'hui, permet de standardiser ça. Et aujourd'hui, oui, on a une approche de sécurisation pour dire que on va exposer des choses, il faut qu'on essaie de voir là où on peut restreindre qui va accéder, qui sera de confiance. Et forcément, tout ce qui est exposé en vitrine sera susceptible d'être attaqué. Donc là, c'est un assemblage de couches de protection et de bon sens, je dirais. Merci, messieurs. On va revenir sur ce que vous aimez dans la vie. Vous avez eu une guitare dans les mains dès l'âge de 9 ans. Alors je l'ai eu dans les mains un peu, très temporairement. Oui, vous avez quand même fait pas mal de guitares. Je savais pas que j'allais aujourd'hui rencontrer le Eric Clapton bourguignon. Voilà. C'est beau quand même comme titre. Vous avez beaucoup joué de la guitare et comme vous étiez un petit peu rebelle avec des copains, vous aviez monté un groupe qui s'appelait les Illicites. C'est pas bon. Juste Illicites, pas les Illicites. Il n'y avait pas les. Ah non, c'était illicite. Illicite, au pluriel. C'était un peu à l'époque, justement, d'être en contradiction avec beaucoup de choses, tout ce qui était interdit par la morale. C'était un jeu de mots que quelqu'un avait trouvé, on a trouvé ça super. Oui, c'était très très bien. C'est même encore très bien aujourd'hui. Quelles étaient, au moment de Illicite, vos influences musicales avec vos potes pour le groupe ? C'était Téléphone. Téléphone, Metallica, des choses comme ça, des Noir Désir, mais beaucoup Téléphone. Et vous étiez plus Argent trop cher, Un autre monde ou La bombe humaine ? Parce qu'il y a eu plusieurs périodes de Téléphone. Ah oui, Total. La totale de A comme un album d'ailleurs. Alors, vous alliez au concert aussi, parce que quand on se produit et qu'on est musicien, on va au concert, et là vous faites le grand écart. Vous allez aussi bien voir des concerts de Renaud. Renaud, c'est quand même de la tendresse, de la poésie, du langage très français, voire titi parisien, et d'un autre côté, vous allez au concert de Metallica. Mais moi, question musicale, je suis très très varié. J'adore la musique classique, comme j'adore de la musique un peu plus violente, violente dans le sens plus agressive. Je trouve ça. J'aime justement le fait qu'on est capable dans la musique de faire, de passer différentes émotions, et puis d'avoir un panel complètement ouvert à l'imagination. Je me dis aujourd'hui, qu'est-ce que vous écoutez ? Aujourd'hui, j'aime bien Vianney, Grand Corps Malade. Je suis pas, c'est en fonction du moment. Après, je réécoute des anciennes musiques, toujours Téléphone, Aubert, mais en ce moment, c'est du Vianney, c'est du Julien Doré. J'étais voir en concert dernièrement. Donc, c'était bien ? J'ai adoré. Il est extraordinaire. Je trouve le personnage est vraiment sympa. Et voilà, il y a un personnage, il y a une mise en scène, il y a une façon d'interpréter. Il y a son monde. Il y a son monde, il y a son talent, et voilà. Et il y a Jean d'Ormesson,
évidemment, pour lui, en tatouage et en musique. Je vous remercie infiniment, Jérôme, de nous avoir fait partager. On aurait pu partager d'autres choses avec vous. Tiens, d'un mot, on aurait pu partager la table, parce que vous aimez être à table, qu'il soit traditionnel ou nouveau. Vous aimez découvrir les plats. Et grâce à vous, j'ai découvert un restaurant qui s'appelle le Jardin des Plumes, qui se trouve à Giverny. Donc là, c'est formidable, parce que d'un côté, on a la peinture, et ensuite, on peut aller déjeuner ou dîner. Et devant le piano de ce Jardin des Plumes, on trouve David Gallienne, qui était un des gagnants de Top Chef. Et vous avez le souvenir d'un dessert à l'endive qui m'a laissé... moi aussi, encore maintenant. Étonné, quand même. J'adore l'endive, mais un dessert à l'endive. Ah ouais, non, mais un dessert à l'endive, c'est... c'est difficile à expliquer, faut le voir. Voilà, c'est visuel et c'est complètement déstructuré. Et c'est bon. Enfin... Eh ben oui, c'est bon. Et pour un bourguignon, je suppose que le vin, c'est du Bourgogne rouge. Toujours. Merci beaucoup, Jérôme. Merci aussi à Romain et Christophe pour leurs questions. C'est déjà la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission. Merci beaucoup. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.